Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture, votre rendez-vous du dimanche. Écoutez en direct ou en podcast bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'instant poésie. Mathieu Amance nous présente Éric Ardouin, poète, musicien, auteur, compositeur havrais, faisant partie de l'association Le Chant Secret et de l'autre association poétique Ligne d'Horizon. Dans ces 10 minutes chroniques, Catherine Desormières aborde la deuxième partie de Malloy de Samuel Beckett. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie. Par Mathieu Amance. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Éric Ardouin, poète, musicien, auteur, compositeur et interprète. J'ai fait la connaissance d'Éric Ardouin lorsqu'au sortir de la période du confinement, il a intégré l'association Ligne d'Horizon. Il n'a eu de cesse ensuite de m'étonner dans les différents registres dans lesquels il a pu intervenir. Je l'ai d'abord croisé au festival Pliant en 2022 où il m'avait invité à séjourner dans la Creuse. Il a en effet donné un concert intitulé Quarantaine en guitare-voix, un récital complet solo qui s'est déroulé à Maisonnisse. L'occasion pour moi de signaler qu'Éric Ardouin est un musicien hors pair bien connu de la scène musicale jazz havraise. En effet, il se produit dans de multiples groupes locaux à la guitare ou à la contrebasse. Éric Ardouin, ancien professeur de lettres à la retraite, a un goût prononcé pour mettre les autres à l'écriture et à la poésie et pour les mettre en lumière également, puisqu'il est maintenant l'animateur depuis 4 ans des ateliers poétiques en ligne qui ont lieu tous les 2 mois et qui donnent lieu à des publications sur les réseaux sociaux dans un premier temps de l'ensemble des propositions faites, puis dans un second temps de recueils collectifs annuels. Il est également dans un rôle d'éditeur pour la publication d'un recueil collectif annuel de l'association Le Chant Secret qui est à l'organisation du festival Pliant qui se tient dans la Creuse chaque année. En matière d'écriture, Éric Ardouin écrit, comme il dit, depuis toujours. Et c'est au début des années 70 qu'il commence à publier dans des revues de poésie et de littérature à la suite d'heureuses rencontres. Jacques Garelli pour Action Poétique, Jérôme Garcin pour Voix, Hans Bosma pour Twofold. Auteur d'une 12aine de romans, de dizaines de nouvelles, il a également composé une 100aine d'œuvres musicales. Et puis, plus récemment, il est l'auteur de la trilogie Bathurst. D'abord publiée chez Racine et Icare, puis pour le dernier tome chez Ligne d'Horizon. Alors la trilogie Bathurst, c'est un tome 1 Darwin, qui est une sorte de roman. Le tome 2, Epus Olétros, des poésies courtes. Et puis le tome 3, Long courrier, qui là encore est un recueil de poésie. Et donc, ça s'appelle Bathurst puisque Éric se met dans la peau d'un personnage qui est un poète aveugle qui écrit de la poésie. Je vous propose tout de suite d'écouter une série de textes courts issus du recueil Epus Olétros publié chez Racine et Icare. Chandelle. Je ne cherche pas mes mots. Ce sont eux qui me cherchent. Si je les cherchais, me trouveraient-ils ? Chercher, trouver, c'est toujours la même ronde, la même partie de cache-cache ou de chandelle. Endormissement. Au temps où la grive frissonne
et où, basculant vers l'automne, le jardin rentre en ses épaules, sa tête poudrée d'abandon. Un oiseau tant soit peu moqueur fit une pierre de mon cœur, et de mon avenir un puits. L'issue. J'ai voulu mourir, voilà le résultat. Je ne veux plus mourir, ou alors, en écrivant le dernier mot d'un poème plus réussi. Obscurantisme. De celui qui parle aux pierres, de celui qui parle aux morts, lequel a le plus de chance qu'on lui réponde? Il n'est pire sourd qui ne le sache, tandis que je laisse mes doigts bavarder avec les pierres. Point de départ. Je vous le dirai à l'oreille, mais un sourd l'entendrait, sans que je doive joindre le geste à la parole. La mort a reçu des menaces de vie. En attendant, jouons. Retard. Rappelez-vous le tout premier chant. Nous nous entre-regardâmes. Qui a fait ça? Nous le pensions si fort. Alors j'ai dit, comment, ça fait des millénaires, et c'est maintenant que vous l'entendez. CBSC. Je compte sur mes doigts, sur le bout de mes doigts, pour me livrer le monde. Dépendre de soi seul, c'est moins dépendre. Ma main m'appartient, sauf quand j'écris. Voilà, c'était quelques extraits d'Epus Olétros, un recueil qu'Éric Ardouin a composé en se fixant une contrainte simple. Tous les matins, avant de partir au travail, à la gare, il composait un poème. Vous aurez noté au passage la qualité d'interprète d'Éric Ardouin. C'est un exercice dans lequel on a pris coutume de le retrouver à la bibliothèque Niemeyer lors des périphéries du marché de la poésie, puisqu'il a été amené à lire des lectures, des traductions des poètes non francophones, Josep Pedral, un catalan, et Tariq Hamdan, un palestinien. Depuis le début de l'année 2026, on a pu voir Éric Ardouin dans des collaborations avec Marc Delouze, puisqu'il a accompagné musicalement une lecture de ce poète chez Hobart, puis ensuite de nouveau avec Marc Delouze à la petite librairie lors de la Criée des poètes. Il a lu certains des poèmes d'Epus Olétros en même temps que l'œuvre Tout va bien de Marc Delouze était lue. Et on l'a retrouvé également pour la mise en avant de Jules Durand, dont c'est le centenaire, au Petit Théâtre, où il accompagnait avec tout un groupe Yolan Simon. Éric Ardouin, qui est très actif, fait partie de l'association Le Chant Secret, de l'association Ligne d'Horizon, et il a également fait partie précédemment des Amis des Yeux d'Elsa, une sorte de café culturel au sein de la librairie bouquinerie Les Yeux d'Elsa. Et j'ai eu l'occasion notamment de participer à l'un des ateliers d'écriture qu'il a pu animer dans ce cadre. Sans jamais que cela n'ait pu être prouvé, il se murmure ici ou là qu'Éric Ardouin, à l'instar de Fernando Pessoa, aurait développé des doubles littéraires et aurait écrit donc sous plusieurs identités. Cela donne une idée du bouillonnement créatif qui l'anime. Le troisième opus de la trilogie Bathurst, qui s'intitule Long Courrier, a donc été publié chez Ligne d'Horizon en 2025. Le 1er février 2025, un événement a été organisé pour sa sortie qui s'appelait Poésir à Danton au Conservatoire Arthur Honegger du Havre. Éric Ardouin y a lu une série de textes par cœur accompagnés par le musicien, compositeur contemporain
Damien Charron. Il y avait également, lors de cet événement, la poétesse Mylène Tournier. Long Courrier a également été présenté au Festival Pliant 2025 à Maisonnys et on peut retrouver sur Internet une vidéo YouTube de la captation de ce moment de poésie. Mais ici, on est à la radio, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter des extraits de Long Courrier lus par Éric Ardouin. Et les coquelicots chantèrent. Et les coquelicots chantèrent. Ils dirent, c'est dommage, nous étions la preuve, et le cœur sur la main, le contraire du mensonge bourgeois. Ils dirent, nous étions le chant, la caresse au lobe de l'oreille, et les petites culottes des chambres ensoleillées où l'on monte par des escaliers profonds. Et même les poèmes qu'on noie dans le lait des enfants. Ils dirent, nous étions le peuple opium. Ils dirent, pourquoi ne nous entendiez-vous pas? Nous étions la racine de toute philosophie qui daigna lécher les plaies du voisin. Nous étions le parterre vaporeux, la goutte de sang qui fait rêver. À quoi bon maintenant? Pourquoi ne nous entendiez-vous pas? Et personne n'entendait, encore. Le village. Si le monde est un village, c'en est fini du voyage, par des sentiers plus ou moins secrets, vers d'autres villages plus ou moins concrets. C'en est fini du passage de la chanson foraine, à qui l'on dit « je ne vous retiens pas », et on le regrette pour toujours, non sans aimer ce regret qui lui ressemble. Et sur la place du village, entre deux défilés de mode, deux autoroutes de l'information, mais village quand même, on lapide, on lynche, on lunch, on brunch, 24 heures sur 24. Si le monde est un village, c'en est fait de lui. Vocalise. Il n'est pas nécessaire d'être aveugle, je ne l'ai pas toujours été, pour lire sur les voix, comme les sourds lisent sur les lèvres. Non, lire les voix, ce passe-temps, mais lire sur elles, lire dans le noir, avec d'autres yeux, sur d'autres pages, plus noires que l'encre. Cela me rappelle nos mains tendues. Quand les uns vers les autres nous tendons les mains, c'est comme si nous nous cherchions dans le noir. Il n'est pas nécessaire de se bander les yeux. Vivre est une barricade sur laquelle nous jouons à Colin Maillard en chantant à tue-tête. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivée. Dans une ambulance, peut-être un véhicule quelconque, certainement. On m'a aidée. Seule, je ne serais pas arrivée. Cet homme, qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles. Monologue de Samuel Beckett, deuxième partie. Dans la première partie de cette série, il a été question de la relation minimale et grotesque que Molloy a avec sa mère. Relation fusionnelle, dépourvue du dégoût que pourrait inspirer le personnage de cette vieille femme, dans un attachement toutefois pas dénué d'un peu de violence. Que voyais-je d'elle? Une tête, toujours. Quelquefois les mains, rarement les bras. Une tête, toujours, voilée de poils, de rides, de saleté, de bave. Une tête qui obscurcissait l'air. Revenons aujourd'hui sur ce monologue,
lequel, s'adressant directement au lecteur, semble être une commande d'éditeur, celle de la propre biographie de Molloy. Lui-même ignore qui est ce personnage qui vient régulièrement chercher les pages, les feuilles, de ce récit cahotant, où les mots se répètent et souvent se dérobent. « J'ai oublié l'orthographe, dit Molloy, et la moitié des mots. » Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles. Quand je n'ai rien fait, il ne me donne rien, il me gronde. Cependant, je ne travaille pas pour l'argent. Pourquoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple, était-elle déjà morte à mon arrivée, ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. On a compris dans la première partie consacrée ici à Molloy que ce dernier attend quelque chose de sa mère sans savoir véritablement quoi. Auprès d'elle, chaque fois déçu, il repart vers l'extérieur où quelque chose d'aussi indéterminé l'appelle. Et le temps infini pourrait continuer de se dérouler ainsi, dans un va-et-vient cahotant où Molloy, être inachevé, tenterait quand même indéfiniment de chercher à combler son manque d'être, tantôt auprès de sa mère qui n'a plus rien à donner, tantôt à l'extérieur, dans l'inexprimable et l'incompréhensible, en un aller-retour qui serait une quête à pile ou face, dérisoire et sans issue. La mort pourrait alors finalement le surprendre, incomplet, ignorant de lui-même, pas encore tout à fait né. Aucune réponse à son attente ne viendrait, ni de la chambre maternelle, ni du dehors. Le dehors est un espace qui est hostile à Molloy, et pourtant c'est le seul qui le libère de la chambre de sa mère, lui offre une liberté, qu'il exerce à sa façon et selon ses moyens. Je fis quelques milles, sans accroc, et arrivai ainsi sous les remparts. Là je descendis de selle, conformément au règlement. Et oui, pour entrer dans la ville et pour en sortir, la police exige que les cyclistes descendent de selle, que les automobiles se mettent en première vitesse, que les hippomobiles n'avancent qu'au pas. La raison de cette ordonnance est, je crois, la suivante, que les voies d'accès et bien entendu de sortie de cette ville sont étroites et obscurcies par d'immenses voûtes sans exception. C'est une bonne règle et j'y obtempère avec soin, malgré le mal que j'ai à avancer en me servant de mes béquilles et en poussant ma bicyclette en même temps. Je m'arrangeais. Il fallait y penser. Ainsi, nous franchîmes cette passe difficile, ma bicyclette et moi, en même temps. Mais un peu plus loin, je m'entendis interpeller. Je levai la tête et vis un agent de police. C'est là une façon elliptique de parler, car ce ne fut que plus tard, par voie d'induction ou de déduction, je ne sais plus, que je sus ce que c'était. « Que faites-vous là » dit-il. J'ai l'habitude de cette question, je la compris aussitôt. « Je me repose, dis-je. »« Vous vous reposez, dit-il. »« Je me repose, dis-je. »« Voulez-vous répondre à ma question » s'écria-t-il. Voilà ce qui m'arrive régulièrement quand je suis acculé à la confabulation. Je crois sincèrement avoir répondu aux questions qu'on me pose, et en réalité, il n'en est rien. Je ne rétablirai pas cette conversation dans tous ses méandres. Je finis par comprendre que ma façon de me reposer, mon attitude pendant le repos à califourchon sur ma bicyclette, les bras sur le guidon, la tête sur les bras, attentait à je ne sais plus quoi, l'ordre, la pudeur. J'indiquais modestement mes béquilles et hasardais quelques bruits sur mon infirmité, qui m'obligeait à me reposer comme je le pouvais, plutôt que comme je le devais. Je crus comprendre alors qu'il n'y avait pas deux lois, l'une pour les bien portants et l'autre pour les invalides, mais une seule,
à laquelle devaient se plier riches et pauvres, jeunes et vieux, heureux et tristes. C'était un beau parleur. Je fis remarquer que je n'étais pas triste. « Oh, qu'est-ce que j'avais dit là ?»« Vos papiers, dit-il. » Je le sus un instant plus tard. « Mais non, dis-je, mais non. »« Vos papiers, s'écria-t-il. »« Ah, mes papiers !» Or, les seuls papiers que je porte sur moi, c'est un peu de papier journal, pour m'essuyer, vous comprenez, quand je vais à la garde-robe. Oh, je ne dis pas que je m'essuie chaque fois que je vais à la garde-robe, non, mais j'aime être en mesure de le faire, le cas échéant. Cela est naturel, il me semble. Affolé, je sortis ce papier de ma poche et je le lui mis sous le nez. Arrivé au poste, je fus introduit auprès d'un fonctionnaire étonnant. Vêtu en civil, en bras de chemise, il était vautré dans un fauteuil, les pieds sur son bureau, un chapeau de paille sur la tête, et sortant de la bouche un objet mince et flexible que je n'arrivais pas à identifier. Ces détails, j'eus le temps de les enregistrer avant qu'il me congédiât. Il écouta le rapport de son subordonné, puis se mit à m'interroger sur un ton qui, au point de vue de la correction, laissait de plus en plus à désirer, à mon idée. Entre ces questions et mes réponses, je parle de celles méritant qu'on les prit en considération. Il y avait des intervalles plus ou moins longs et bruyants. J'ai si peu l'habitude qu'on me demande quelque chose que lorsqu'on me demande quelque chose, je mets du temps à savoir quoi. Et le tort que j'ai, c'est qu'au lieu de réfléchir tranquillement à ce que je viens d'entendre et que j'entends parfaitement bien, ayant l'ouïe assez fine, malgré sa vétusté, je me dépêche de répondre n'importe quoi, de crainte probablement que mon silence ne porte à son comble la colère de mon interlocuteur. Je suis un craintif. Toute ma vie j'ai vécu dans la crainte, celle d'être battu. Les insultes, les invectives, je les supporte facilement, mais au coup, je n'ai jamais pu m'habituer. C'est drôle, même les crachats me font encore de la peine. Mais qu'on soit un peu doux avec moi, je veux dire qu'on se retienne de me brutaliser, et il est rare que je n'arrive pas à donner satisfaction. Or, le commissaire se contentait de me menacer d'une règle cylindrique, de sorte qu'il eut l'avantage d'apprendre, peu à peu, que je n'avais pas de papier, dans le sens où ce mot avait un sens pour lui. Ni occupation, ni domicile, et que mon nom de famille m'échappait pour le moment, et que je me rendais chez ma mère, au crochet de qui j'agonisais. Pour ce qui était de l'adresse de cette dernière, je l'ignorais, mais savais très bien m'y rendre, même dans l'obscurité. Le quartier, celui des abattoirs, mon prince, car la chambre de ma mère, à travers les fenêtres fermées, plus fort que son babil, j'avais entendu le rugissement des bovins, ce mugissement violent, rauque et tremblé, qui n'est pas celui des pâturages, mais celui des villes, des abattoirs et marchés aux bestiaux. Et tout d'un coup, je me rappelai mon nom, Molloy. « Je m'appelle Molloy !» m'écriai-je tout à trac. « Molloy, ça me revient à l'instant. » Rien ne m'obligeait à fournir ce renseignement, mais je le fournis, espérant sans doute faire plaisir. On me laissait garder mon chapeau, je me demande pourquoi. « C'est le nom de votre maman ?» dit le commissaire. Ça devait être un commissaire. « Molloy, dis-je, je m'appelle Molloy. »« Est-ce là le nom de votre maman ?» dit le commissaire. « Comment ?» dis-je. « Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. « Oui, dis-je, ça me revient à l'instant. »« Et votre maman ?» dit le commissaire. Je ne saisissais pas. « S'appelle-t-elle Molloy aussi ?» dit le commissaire. « S'appelle-t-elle Molloy ?» dis-je. « Oui, dit le commissaire. » Je réfléchis. «
Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. Oui, dis-je. Et votre maman, dit le commissaire, s'appelle-t-elle Molloy aussi? Je réfléchis. Votre maman, dit le commissaire, s'appelle... Mais laissez-moi réfléchir, m'écriai-je. Enfin, je m'imagine que cela devait se passer ainsi. Réfléchissez, dit le commissaire. Maman s'appelait-elle Molloy? Sans doute. Elle doit s'appeler Molloy aussi, dis-je. On m'emmena dans la salle de garde, je crois. Et là, on me dit de m'asseoir. Je ne dirai pas la suite, car je suis las de cet endroit. Je veux aller ailleurs. L'après-midi était déjà fort avancé quand on me dit que je pouvais disposer. C'est ainsi que Molloy reprend sa route. Pendant son cheminement aléatoire, il fait des rencontres qui ne le distraient pas totalement de la silencieuse injonction qui l'accompagne. Elle me semblait loin, ma mère, loin de moi, et cependant j'en étais un peu plus proche que la nuit précédente, si mes calculs étaient exacts. Mais l'étaient-ils? Si j'étais dans la bonne ville, j'avais fait des progrès, mais l'étais-je? Si par contre j'étais dans une autre ville, d'où ma mère serait nécessairement absente, alors j'avais perdu du terrain. Je dus m'endormir car voilà qu'une énorme lune s'encadrait dans la fenêtre. 2 barreaux la partageaient en 3 parties. Dans la médiane restait constante, tandis que peu à peu la droite gagnait ce que perdait la gauche. Car la lune allait de gauche à droite, ou la chambre allait de droite à gauche, ou les deux à la fois peut-être, ou elles allaient toutes les deux de gauche à droite, seulement la chambre moins vite que la lune, ou de droite à gauche, seulement la lune moins vite que la chambre. Mais peut-on parler de droite et de gauche dans ces conditions? Molloy, dans son errance aller-retour, ne s'est jamais perdu. Il a toujours retrouvé le chemin qui le ramènerait vers sa mère. Pourquoi se perd-il cette fois-là? Il y a 2 sortes d'itinéraires dans Molloy. Celui qui le ramène indéfiniment à la mer, dans ce mouvement inutile et stérile, entre l'extérieur et la chambre, qui est attente et abandon. Celui qui commence lorsque Molloy, ne sachant plus où il se trouve, décide, une fois de plus, de rentrer chez sa mère. C'est le dernier parcours, dernière ligne avant la dernière arrivée, dans la chambre de la mère, ligne continue, ligne du retour définitif, ligne droite. Et il me semblait qu'en allant en ligne droite, je finirais par en sortir, forcément. On ne peut pas raconter Molloy. On ne peut en donner qu'un aperçu. Ouvrir quelques pages, apporter quelques extraits de ce roman. C'est pourquoi ce que vous venez d'entendre est parcellaire et ne va pas au-delà d'une 40aine de pages du livre Molloy. Faire autrement, ce serait trahir Beckett. Humblement, il suffit peut-être pour se justifier de ne pas en dire plus, de citer ces quelques mots. Si on voulait tout mentionner, on n'en finirait jamais, et tout est là, finir, en finir. Molloy, Samuel Beckett. Retrouvons-nous le 10 mai sur Westrack Radio, 10 minutes chroniques, à écouter dans Viva Culture le dimanche, et aussi en podcast quand vous le souhaiterez. À bientôt.
Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez 2 événements qui méritent votre attention, le festival photographique Are You Experiencing et l'exposition de Claire-Lise Chaubelet intitulée Chrysalide au bar-restaurant Aube Art. Ces 2 événements sont présentés sur notre site, consultez-le, c'est asso-maisondelaculture.fr. Je vous souhaite une bonne semaine, au revoir, à bientôt.